Bonsoir, bienvenue à tous pour un arrêt sur image spécial au cours duquel, en votre compagnie, Pierre Bourdieu, nous relirons les images de la grève l'an dernier à la télévision. La télévision peut-elle parler honnêtement des conflits sociaux? Bonsoir Pierre Bourdieu. Merci d'être là. Vous êtes sociologue, professeur au Collège de France. Alors, on va signaler tout de suite que vous avez pris parti en faveur du mouvement de grève de décembre dernier. Également que vous avez été très critique sur la manière dont la télévision a rendu compte de ces conflits. Nous allons nous pencher sur le traitement de la grève par les magazines de télé qui sont censés aller davantage en profondeur sur le problème. Nous avons invité Jean-Marie Cavada, bonsoir. Vous n'êtes pas ici comme président de la 5e, mais que ce soit clair. Que ce soit clair d'entrée, mais comme producteur animateur de la marche du siècle sur France 3. Invité également Guillaume Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste sur LCI, oui. Mais nous parlerons ici de votre émission de TF1 LNI. Alors deux petites questions d'abord, Pierre Bourdieu. Vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur la grève de décembre dernier. Pour quelle raison ? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Je pense que il y avait foule à la télévision et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Et c'était particulièrement visible, je pense, dans cette époque, dans cette période. Et je pense que les conditions dans lesquelles j'aurais pu être amené à parler étaient telles que je n'avais pas envie de prendre la parole. Voilà. Est-ce que la distance, le fait de laisser passer un peu de temps vis-à-vis des événements est important pour vous également ? Oui, oui et non. Oui, je pense que très souvent, on ne peut pas analyser à chaud. Je pense que il faut un certain recul, même si on peut avoir une anticipation, on peut avoir des hypothèses sur le sens, par exemple sur le sens de ces manifestations dans un lieu très déterminé, à la gare de Lyon, devant des gens qui étaient sortis d'une manifestation. Et j'ai essayé de dire, tout en disant que je n'étais pas détenteur de la vérité absolue sur ce mouvement, j'ai essayé de dire ce qui m'apparaissait être le sens de ce mouvement. Pour une raison simple, c'est que je savais que d'autres le diraient, qui étaient encore plus mal placés que moi. Et évidemment, ils n'ont pas manqué de le faire. Donc je pense que quand on est dans ma position, c'est-à-dire quand on s'efforce de travailler à longueur de temps pour comprendre le monde social, on est dans une difficulté permanente que le peu de savoir du monde social qu'on peut découvrir, on est très mal placé pour le communiquer. On a beaucoup de difficultés à le communiquer et la télévision, je le dis tout de suite, n'est pas un instrument très favorable à la communication de ce que l'on peut savoir sur le monde social. Alors, et pourtant, on y est ce soir, et pourtant, on va y parler de la télévision, dont vous venez d'énoncer une belle série de paradoxes, là, qu'on va s'attacher à décrypter les uns après les autres tout au long de cette émission. Vous avez dit que quand des gens parlaient du mouvement social à la télé, c'était des gens qui ne le connaissaient pas. C'est vrai le plus souvent. Et pourtant, une des manières qu'ont les journaux télévisés d'accorder la parole aux gens de la rue, et ça s'est de plus en plus développé dans les dernières années, c'est le micro-trottoir. On descend dans la rue et on interroge les gens au hasard. Alors, puisque tout le monde le fait dans les journaux télévisés, on s'est dit pourquoi pas nous? Et puisque la question d'aujourd'hui, c'est la télévision a-t-elle bien parlé des grèves? Eh bien, nous avons fait un micro-trottoir pour essayer de savoir si la télévision avait bien parlé des grèves. Ça se détériore. Hein. Attendez vous allez voir. quelques secondes. Attendez le résultat. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont la télévision a reflété le mouvement de grève au mois de décembre? Je trouve qu'elle a fait bien son travail, correctement, d'une façon objective et impartiale. Elle a donné la parole à tout le monde. C'est exactement ce qui se passait, tout le monde a eu droit à la parole, ouais. Absolument, et je pense qu'on a quand même relativement bien montré ce que représentaient les difficultés de se transporter dans Paris pendant un mois, pendant cette période de grève. Ah ouais, ils ont bien parlé, même à la télé, même à la radio. Hein? Ils ont bien reflété la situation. Ah ouais, ils ont tout fait dans le détail. Hein. Ils n'ont pas donné plus la parole aux grévistes ou aux usagers, par exemple? Il ne faut pas chinoiser, il ne faut pas voir la petite bête, hein. Ça irait loin. Donc tout a été bien. Voilà, ils sont tous d'accord, la télé a été irréprochable, même si on veut, on peut aussi faire dire aux gens de la rue que c'était télégrève. La télévision a beaucoup manipulé les grèves. C'est-à-dire? Elle a été très influençable, elle a été très néfaste, elle n'a pas donné l'image de ce que les Français pensaient en général. Qui elle a avantagé pour vous? Elle a avantagé les grévistes. Tous les gens qu'on voyait à la télé encourageaient les grévistes et tout ça, alors qu'en fait, je suis sûre qu'il y en a la 3/4 qui devaient pester pour le matin aller au travail. Chaque fois, on demandait est-ce que vous trouvez un côté positif aux grèves?
Mais ça veut pas être ça, on a plutôt tendance à répondre bah écoutez, ouais, les gens sont sympas, ils prennent en stop. S'ils avaient demandé est-ce que les grèves vous apportent des inconvénients, les gens auraient peut-être répondu oui, moi pour mon transport c'est beaucoup plus dur. Et on a plus parlé des bateaux-mouches, des gens qui étaient contents de prendre les bateaux-mouches plutôt que du fait que ça emmerdait tout le monde. Alors, rassurez-vous, il est également très facile à la télévision de monter un micro-trottoir démontrant exactement le contraire. Et d'ailleurs, on l'a fait. Est-ce que vous trouvez que la télévision a bien parlé des grèves? Non, Pourquoi? parce qu'elle aurait dû être beaucoup plus sur le terrain auprès des grévistes. Elle ne l'a pas fait et ça c'est regrettable. De toute façon, si on veut vraiment des informations, c'est pas la télé qu'il faut y aller, il faut aller sur le terrain. La télé non, ils font du nombrilisme et c'est tout. Et au niveau de certaines émissions, entre autres sur France 2 avec Monsieur Bilalian, c'était assez particulier la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que c'était soi-disant pour expliquer les grèves et ils ont donné la parole à tout le monde sauf aux grévistes. C'était un coup tel ministre, un coup tel consultant, un coup tel sociologue. Et il y a une des remarques des grévistes qui était très juste à ce niveau-là, c'était oui, vous êtes dans un salon parisien. Et il y avait une réaction qui était détestable, enfin bon. Pour moi, la grève, elle était plus agitée que de ce qu'ils en ont parlé. Hein. Voilà, alors un petit exercice facétieux en guise de démarrage pour bien montrer qu'avec du montage, on fait dire ce qu'on veut, à qui on veut, comme on veut. Quelques méditations. Peut-être qu'on sera amené à préciser tout au long de cette émission. Pierre Bourdieu, donc on va maintenant passer en vue la plupart des grandes émissions consacrées à la grève tout au long des mois de novembre et décembre. La première dont vous avez choisi de parler, c'est La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada, ici présent. Pourquoi ce choix ? D'abord, je voudrais dire que, au fond, ce qui m'intéresse n'est pas tellement le cas particulier de la grève, parce qu'il est facile d'opposer, de relativiser, tout ça pour conclure à l'objectivité des journalistes, enfin, qui est donné comme postulat initial. Oui, mais l'honnêteté ne suffit pas. Les inconscients sont aussi très puissants. Mon intérêt, puisque je viens d'une émission de télévision très particulière, où on va parler de télévision. Mais j'ai conscience aussi que les conditions dans lesquelles je parlais de la télévision sont telles que je ne pourrais pas dire grand-chose. Donc je suis résigné, mais je pense néanmoins que à propos de ce cas, on peut voir des choses très générales. Bon, c'est-à-dire que ce qui se passe en période de crise, en période critique, c'est que simplement plus de gens sont plus attentifs à ce qui peut aller mal dans la télévision. Mais ces choses-là sont là tous les jours. Elles sont là dans un journal de 20 heures, elles sont là dans un petit reportage, etc., etc. Et les choses que je voudrais repérer sont des infiniment petits, des petites choses qui passent inaperçues. Alors on peut aller depuis les choses les plus visibles. Je pense par exemple au rôle du présentateur, sa manière de poser ses questions, son ton plus ou moins péremptoire, plus ou moins arrogant, parce qu'il arrive qu'il soit très arrogant. Le fait qu'il pose des questions souvent extrêmement naïves, du genre faut-il brûler les élites, tout en s'excluant a priori de l'élite, etc. Bon, tout ça, c'est qu'il y a, je pense, c'est ce que tout le monde voit. Et puis il faudrait, si on pouvait, descendre vers des choses beaucoup plus invisibles, et je ne sais pas si on aura le temps. On va le faire. L'un des problèmes de la télévision, c'est qu'on n'a jamais le temps. Le propre de la télévision, c'est que c'est comme un article écrit d'ailleurs, c'est limité en temps. Faut-il brûler les élites? C'était une émission de Guillaume Durand, mais la question n'était pas naïve. Je sais où je me situe. On y reviendra. On y reviendra à la fin. On va peut-être alors dans deux choix essentiels. Elle a mis Guillaume Durand, La Marche du siècle de Cavada. On va commencer par La Marche du siècle. Alors pourquoi La Marche du siècle? Je repose ma question. Parce que, pour parler franchement, je pense qu'on y voyait, sous une forme plus subtile que dans les autres, la plupart des effets pervers qu'on observe dans les autres. C'est-à-dire que les choses étaient faites de manière particulièrement habile, et c'est un hommage, mais un hommage à double tranchant. Double tranchant. Je suis pas sûr du tout. Mais de manière plus subtile, mais donc avec plus de chance d'exercer une espèce de violence douce, enfin celle qui consiste à faire violence aux gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, on va regarder un premier échantillon. C'est donc un échantillon des questions du présentateur Jean-Marie Cavada quand il s'adresse aux grévistes qui sont sur son plateau. Alors, c'est pas une solution franco-française. Monsieur, qu'est-ce que vous proposez? Puisqu'il y a deux choses assez contradictoires, c'est pourquoi les réformes bloquent. Il y a d'une part notre tradition historique du service public, que je ne confonds pas avec les entreprises publiques, et puis il y a d'autre part les nécessaires évolutions qui nous sont réclamées par l'Europe si jamais nous voulons y continuer à y jouer un rôle. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut adapter et comment? Écoutez, je cite souvent Monsieur de la Martinière, parce que qu'est-ce que l'on a à y gagner? Alors, je n'ai toujours pas compris où est votre idée de réforme, Monsieur Gaillard. Eh bien, notre réforme, écoutez, alors c'est simple dans la fonction publique. Je vais parler de la fonction publique stricto sensu.
Depuis le temps qu'on leur explique que la modernisation, c'est la réduction de leur rémunération, c'est la réduction des effectifs, Vous ne me dites etc. toujours pas, Monsieur Gaillard, ça c'est très clair en effet, mais vous ne me dites toujours pas quelle réforme vous souhaitez pour les services publics, notamment ceux auxquels vous appartenez ou ceux de vos mandants. Écoutez, c'est simple. Réformer, tout le monde en est à peu près d'accord, mais on l'invoque. Pour reprendre c'est pas une question de reprendre la phrase du général de Gaulle, ça ressemble quand même un peu à des sauts de cabri, puisque tout le monde dit d'accord pour la réforme, pour la réforme, pour la réforme. Dès qu'une se met en route, ou la méthode n'est pas bonne, ou elle vise à côté, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, comme réforme? Mais c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Alors, pourquoi ce montage? Parce que je pense que c'est un exemple assez typique de ce qui se fait très communément et qui se voit là, de manière particulièrement aiguë, c'est-à-dire que la personne interrogée est invitée à parler, et en fait elle est sur la sellette, comme on disait. Elle est dans une situation de mise en question. On peut questionner sans mettre en question. Par exemple, le travail du sociologue consiste à questionner de telle manière que la personne ne se sente pas mise en question, qu'elle se sente en confiance, qu'elle puisse s'exprimer. Là, il y a une sommation à comparaître. Je vous demande de dire vos réformes. Alors, imaginons ces questions, on met M. Perfit à la place de ce représentant de FO, est-ce qu'on lui parlerait comme ça? Ça, je suis certain que non. On peut demander l'exercice à M. Cavada. Dites-lui, veuillez préciser. Je vous demande de préciser. Soyez précisé. Quelle réforme proposez-vous Faisons un jeu de rôle. Faisons un jeu de rôle. Est-ce qu'on parlerait comme ça? Et ça, je suis certain que non. La réponse est oui. Non, je suis certain que non. Laissez répondre le principal intéressé. Pour l'instant, l'intéressé n'a rien à répondre parce que j'ai assez de respect pour Pierre Bourdieu. Pour lui rappeler un fait et deuxièmement lui délivrer une considération. Le fait, c'est qu'en lui-même a été invité de la marche du siècle dans une formule un peu particulière puisque je voulais occasionner une rencontre sur la misère où vous venez d'écrire votre enquête avec l'abbé Pierre. Et j'ai le sentiment, avec le respect que je vous donne, M. Bourdieu, que vous aviez une grande timidité à rencontrer cet homme et de vous avoir aidé dans le début de l'émission. Dites-moi le contraire. Oui, c'est vrai. Mais la deuxième chose, je réserve le reste de mes observations pour la fin. Et je voudrais dire que l'intérêt de cette émission, et l'intérêt d'ailleurs de l'analyse critique de Pierre Bourdieu, qui est, à mes yeux, en effet un grand esprit, c'est de voir comment quelqu'un qui travaille au fond sur le fond des choses peut donner un certain nombre de directions qui seraient utiles à l'amélioration du travail télévisé. Si c'est pas utile, ça ne sert à rien. Alors j'attends. Guillaume Durand, vous interrogez... Est-ce que je peux dire un mot là? C'est tout à fait anecdotique et je ne pensais pas dire ce que je vais dire. Il se trouve que le lendemain même du jour où j'étais passé à la marche du siècle, j'étais retourné dans mon Béarn natal et j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain d'enfance qui m'a dit est-ce que tu veux venir? On va inaugurer une salle polyvalente anecdotique. Et puis il m'a dit tu étais à la télé hier. Et Cavada t'a coupé à toutes les questions. Il t'a pas laissé finir une seule fois ce que tu disais, ce dont je n'avais eu aucune conscience. J'ai revu. Faut croire que nous deux ensemble sommes moins bons paysans que votre ami paysan. Alors j'ai revu. Attendez, mais c'est important. Laissez-moi conclure. Ça ne venait pas d'un directeur de la télé. Ça venait d'un type de base. Au nom de qui on est porté à couper Bourdieu, parce qu'on dit, professeur au Collège de France, il va être compliqué, il va être confus, personne ne comprendra rien, etc. Or, il n'était pas seul, tous les autres ont approuvé. Il est vrai qu'il m'accordait particulièrement parce que j'étais leur compatriote, je suis du pays, etc. Mais il reprochait donc à la télévision, à travers votre personne, de ne m'avoir pas donné occasion d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire. Bon, alors, et je pense que... Je ne voudrais pas trop longtemps quand même sur la marche du siècle de Bourdieu, parce que... si c'est tout à fait illustratif, moi je veux dire un mot sur ce sujet. D'abord, M. Bourdieu m'apprend quelque chose. Je vais regarder la bande d'ailleurs, parce que j'en avais gardé au contraire le souvenir, et je ne suis pas le seul en plus, donc il y a quelque chose qui colle pas, que nous vous avions aidé quasiment soit à démarrer, soit à terminer certaines de vos interventions, puisqu'en fait, de toute façon, il n'y avait pas de débat. Nous n'étions pressés par rien d'autre que le fait de vous partager équitablement, ou à peu près, ça m'était d'ailleurs un peu indifférent, chacun prenait la place qu'il voulait, 1 heure, un quart de temps divisé par 2 personnes. Ça laisse tout de même le temps de causer si on a envie de parler. Donc, j'ai pas le souvenir de vous avoir interrompu. Je regarderai ça parce que je voudrais mettre votre doigt, qui m'est précieux, parce que c'est un doigt d'intelligence. Sommes-nous sur des problèmes de forme que vous ne maîtrisez pas, ou c'est des problèmes de fond que vous ne voulez pas voir traités dans ce média? Non, juste un mot pour ça. Moi, ce qui me fait problème, la conjoncture anecdotique, le fait qu'il s'agisse de moi, c'est un peu important, c'est les présupposés au nom desquels on se croit obligé de couper. Bon, j'ai entendu à la radio il y a 2 jours Pivot disant je viendrai entendre un entretien que j'avais fait avec Mitterrand. Il a fait un tunnel de 3 minutes. Ça serait impossible aujourd'hui à la télévision. On l'aurait coupé avant. Autrement dit, il y a une philosophie implicite, dans la tête, je pense, de gens de télévision, qu'il
qu'il est impossible qu'un personnage comme Bourdieu, mais il y en a des masses d'autres, soit entendu plus de 30 secondes par un citoyen de base. Or, c'est faux. C'est faux. Je suis d'accord. Et j'espère que cette émission en fera la démonstration. Oui. Alors, je suis non seulement d'accord avec vous, mais pour ce qui concerne, puisqu'on parlait de Cavada et de son orientation professionnelle, moi j'ai même choisi d'aller travailler sur une chaîne câblée où on avait le temps de discuter avec des hommes politiques et pas simplement d'avoir des entretiens de commissariat de police avec eux, puisqu'on parle pendant pratiquement 25 minutes ou 30 minutes tous les jours. Vous n'y êtes pas seulement, vous êtes aussi sur TF1. Bon, et là, on va parler de votre émission de TF1. Oui, mais je ne peux pas simplement être convoqué au nom de TF1 parce que je suis un seul et même personnage et justement j'ai diversifié mon attitude professionnelle à cause justement de cette revendication du temps, de la profondeur. Donc point numéro 1. Le point numéro 2, je vais faire comme Jean-Marie, non pas assaut de flatterie, mais il est évident que tous les gens du monde journalistique souffrent de la coupure qui peut exister entre nous, les intellectuels, parce qu'effectivement, on le sait historiquement en France, les intellectuels n'ont pas une grande révérence pour la télévision et cette absence de souvent leurs propres bonnes raisons. D'accord, et c'est tout à fait justifié parce que c'est là que je voulais terminer. C'est qu'effectivement, ce n'est pas le même travail. Je veux dire, vous auriez été content comme homme de gauche, parce que je suppose que vous êtes un homme de gauche, puisque vous étiez du côté des risques, qu'à un certain moment, des gens de la télévision puissent interviewer, disons, d'une manière un petit peu plus nerveuse, Valéry Giscard d'Estaing à l'époque où il était au pouvoir. Vous l'auriez, soyons honnêtes entre nous. Donc, si vous voulez, tout dépend du problème qui consiste à savoir qui on a en face. C'est vrai qu'on ne s'oublie pas. Vous êtes sociologue, vous êtes un scientifique, mais vous aimez au sens humain la souffrance ouvrière parce que ça vous paraît quelque chose de très important. Et à partir du moment où vous ne voyez très important que dans l'histoire de l'humanité. Alors, moi, ça me paraît important. Je pense. Mais quand vous êtes face à eux, il est évident que vous jugez celui qui est en face au nom de l'amour de ceux que vous voyez. Et effectivement, on n'en sort pas de ce problème-là. Nous, on a un mal fou avec Cavada, les autres, ou avec Daniel, ou avec Pascal. On a un mal fou à donner cette image d'honnêteté, certainement, mais d'objectivité absolue qui nous permettrait d'avoir le même traitement pour un artiste, un président de la République. Je voudrais quand même qu'on essaye de voir quelques images. Oui. Alors, vous parliez de coupures à l'instant. Il y a aussi l'affaire des coupures de pub. Pardonnez-moi, Pierre Bourdieu, vous avez choisi également un extrait de l'émission de Guillaume Durand, ici présent, sur TF1 et LMI, sur le thème, nous l'évoquions tout à l'heure, faut-il brûler les élites? On regarde. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que socialement, et après on marquera une pause avant de réouvrir le débat avec nos invités qui sont ici, est-ce que socialement le recrutement de l'ENA est démocratique? Le recrutement de l'ENA a besoin de s'élargir, ça c'est tout à fait clair, non seulement en ce qui concerne les origines sociaux des professionnels des élèves, mais également en ce qui concerne les matières sur lesquelles ils sont interrogés et les matières sur lesquelles porte le concours. Merci mille fois, on se retrouve dans un instant, donc après une pause de publicité avec tous nos invités. Alors même question, pourquoi cet extrait-là? Parce qu'il me paraît assez significatif. On pose une question très importante. On a un début de commencement de réponse et on passe à la pub. Et quand on revient, on est tout à fait sur autre chose. Bon, c'est-à-dire, on touchait Attendez. Non, on touchait à un des problèmes centraux qui avait été esquivé, puisque les gens qui étaient là sur le plateau avaient tous en commun d'être de l'ENA, enfin, avec des propriétés secondaires, mais très très secondaires, comme le fait qu'il est plutôt au Parti Socialiste, etc., au nom de l'objectivité. On touchait à quelque chose de très important, sur quoi il faudrait réfléchir, c'est-à-dire un des fondements sociaux de la coupure sociale, le fait que ces gens, spontanément, ne sont pas branchés sur les problèmes qui sont en cours. Or, la pub est là. En d'autres cas, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, je ne parle pas de la logique de la dénonciation, de la culpabilisation. Je pense que malheureusement, les agents sociaux, enfin vous, X, Y, sont plus victimes que coupables. Bon, je pense que les mécanismes qui agissent sur vous, c'est les mécanismes du type des présupposés que vous avez sur la situation, des présupposés que vous avez sur la personne qui est en face de vous, non pas des présupposés politiques, beaucoup plus profonds que ça. Cet homme-là ne peut pas dire des choses simples, ou bien la contrainte de l'audimat, l'urgence, le fait qu'il faut passer la pub, etc. Et toutes ces choses qui sont dans la structure du médium
sont insérés dans les inconscients, et ça va de soi. Bon, je prends un exemple très vite, parce que là, j'ai dit des choses très mauvaises et très vagues. Bon. Pourquoi, par exemple, imaginons, Pierre Bourdieu a quelque chose à dire, on estime que c'est important. Bon, il est exclu qu'on lui donne la parole, parce qu'il faut absolument qu'il ait un contradicteur. Pourquoi? Parce qu'on a l'image du débat, non, attendez, c'est important, on a l'image du débat, qui est en fait la forme soft de l'image du catch. Hein, l'ange blanc et le bourreau de Béthune, enfin, on a une bonne émission de télé quand on débat. Et s'il n'y a pas débat, il n'y a pas démocratie, et s'il n'y a pas, etc. Bon, tout ça n'a strictement aucun sens. Cela veut dire qu'il y a des savoirs, des connaissances qui ne passent pas. Et si vous regardez le nombre de productions de télévision qui sont construites comme ça, selon ce schéma complètement inconscient, tel que personne ne peut les refuser. Moi, le premier, ici, j'avais envie de refuser ce schéma. Ben, je l'ai accepté. Et nous, on l'a accepté grâce à vous. Alors, on a envie de venir parler avec vous. Je veux dire, personne n'a envie de rester dans un système qui soit un système d'allergie mutuelle permanente, parce qu'on n'en sortira pas. Et moi, j'ai autant de questions à vous poser. Vous m'en posez sur la télévision, ou à Jean-Marie, ou à Daniel, ou à Pascal, mais moi, j'en ai autant à vous poser sur le rôle des intellectuels ces 15 dernières années par rapport à la gauche, et autant de questions à vous poser sur le rôle que la gauche a eu par rapport à cette question sociale, en tout cas pendant le dernier septennat de François Mitterrand. Donc, je ne suis pas sûr que la télévision soit l'allergie majeure du pays. Il y a dans le domaine de la question sociale un certain nombre de responsabilités qui passent par la télévision. Je voudrais quand même dire quelque chose, parce que là j'ai été mis en cause comme organisateur de ce débat. Quand je vous ai proposé le principe de la contradiction, vous l'avez trouvé plutôt positif, quoi. Vous étiez plutôt d'accord. Parce que c'est la carte forcée. En fait, je peux vous dire, vraiment, alors ça paraît étonnant, je n'avais aucune envie de venir ici, et j'y viens. Bon, ça paraît donc finalement, il y a avec nous qui avions envie de venir vous voir. Non, mais je le dis absolument sans insolence. Moi, je voudrais dire un mot, c'est permis, Daniel. Mais c'est toujours important. Voilà encore un présupposé que la plupart des gens de télévision ont dans l'esprit, c'est que quiconque vient à la télévision est heureux de venir et qu'on est en danger de lui servir la soupe. Non, alors là, vous ne connaissez pas la télévision, M. Bourdieu. Et d'ailleurs, ne serait-ce que par la propre expérience que j'ai de votre fréquentation, on tombe de haut si on a ce présupposé. Hein, on vous appelle, vous êtes quelqu'un qui ne vous déplacez que si vous estimez être en situation de pouvoir prolonger d'une manière ou d'une autre votre œuvre, votre travail. Et moi, je voudrais vous dire